Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette journée nationale de l'OPCO Uniformation. Je m'appelle Jeanne Bretéché et je serai aujourd'hui votre modératrice. Je suis par ailleurs adhérente en tant qu'employeur d'Uniformation, mais aussi parfois prestataire, formatrice. Et si l'OPCO Uniformation m'a demandé d'accompagner aujourd'hui la conception du programme que vous allez découvrir, c'est parce que j'ai fondé et je dirige une association, tête de réseau, experte des enjeux numériques de l'économie sociale et solidaire. Ce pourquoi je traite au quotidien des enjeux que nous allons découvrir aujourd'hui et qui vont faire l'objet de débats, d'un dialogue que nous espérons nourri, mais aussi de beaucoup d'apprentissage et de découvertes. Mon rôle va donc être de vous accompagner, de bien sûr contrôler les temps impartis, mais aussi de relier les prises de parole des intervenants et de faciliter vos échanges. Ça va être une journée à la fois exigeante et joyeuse pour réfléchir, expérimenter et débattre ensemble sur le thème « L'IA est-elle un futur souhaitable pour la cohésion sociale ?» Question que je vais un peu transformer en me demandant quel rôle pour les acteurs de la cohésion sociale à l'ère de l'IA. Ce sont des sujets en 2025 qui sont devenus incontournables pour l'ensemble des acteurs de terrain. Et au Social Good Accelerator, nous sommes extrêmement sollicités par des dirigeants d'établissements, des salariés qui sont à la fois inquiets, mais aussi curieux des potentialités de l'IA pour leur faciliter la vie au quotidien. Et j'ajouterais que les enjeux pour un OPCO et pour les acteurs de la formation sont encore plus larges, puisque la formation est au cœur des problématiques et des défis à cette ère de l'IA qui traverse en particulier des métiers qui manipulent les données personnelles de publics parfois précaires et fragiles. Et pour introduire notre journée, vous présenter le programme, je vais appeler Natalia Jourdain, vice-présidente d'Uniformation. Bonjour à tous. Déjà, bienvenue à cette conférence Uniformation. Vous êtes assez nombreux dans la salle et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire aussi que Uniformation est un acteur important pour tous et aussi que la thématique que nous avons choisie vous intéresse particulièrement. Alors, on a choisi cette thématique, elle s'est presque imposée de manière naturelle dans nos échanges. Il y avait plusieurs sujets, bien sûr, sur la table, mais l'intelligence artificielle, au regard de la place qu'elle prend aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, est un sujet qui est traité de manière assez technique, un petit peu déshumanisée. Et à Uniformation, nos métiers sont liés essentiellement à l'humain. Donc questionner un petit peu l'IA dans la cohésion sociale et dans ce lien avec l'humain nous a semblé quelque chose de plutôt intéressant, d'autant que c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité. Donc je remercie bien sûr tous les participants, vous tous, d'être là. Je remercie bien sûr Jeanne pour l'accompagnement dans la préparation, toutes les équipes qui ont œuvré pour faire de cette journée ce qu'elle va être, et un grand merci à tous les intervenants qui ont répondu présents et qui vont faire de cette journée une journée vraiment de débat en profondeur, de qualité et qui devra nous apporter assurément quelque chose pour la suite. Donc cette journée a été pensée à l'aune des humains, donc l'IA à l'aune des humains, métiers, valeurs, transformation dans la cohésion sociale. L'intelligence artificielle bouleverse notre manière de travailler, d'une manière générale, d'interagir avec les autres, de décider. Mais que signifie-t-elle concrètement dans les métiers de la cohésion sociale ? Les discours dominants sont très techniques, on l'a dit, sur la performance, sur la productivité, sur la rupture technologique. Cette journée propose un autre regard, celui du lien, de l'accompagnement, du soin, de l'insertion, un secteur où le facteur humain
est vraiment au cœur de nos préoccupations, la confiance, la relation et la responsabilité collective donc sont au cœur de chaque geste professionnel. Cette journée d'échange va nous inviter à explorer les enjeux de l'intelligence artificielle à partir de vos réalités de terrain. Tout au long de la journée, nous alternerons acculturation, expérimentation et mise en perspective. La matinée, avec les 2 premières séquences, donc qui sont introduire contours, effets et impact de l'IA sur la cohésion sociale, et la deuxième séquence, comprendre, explorer et manipuler l'IA, donc vont nous permettre de poser les bases, dans un premier temps, de rendre l'IA intelligible pour toutes et tous, en soulignant ses enjeux éthiques, sociaux et environnementaux qui la traversent. Grâce à des formats vivants et décalés, vous ne resterez pas assis dans cette salle tout au long de la journée, vous découvrirez comment l'IA s'inscrit dans une histoire plus large du numérique et interroge nos imaginaires collectifs autant que nos pratiques professionnelles. L'après-midi sera découpé en 2 séquences. La première pour se projeter, l'IA et transformation du travail, et la deuxième pour explorer l'IA et métiers de la cohésion sociale. Donc, ces 2 séquences visent à s'ancrer pleinement dans les enjeux du travail dans la cohésion sociale, transformation des métiers, reconfiguration des tâches, nouveaux équilibres à inventer entre accompagnement humain et automatisation. Enfin, une séquence sera entièrement dédiée à l'exploration des usages de l'IA dans les métiers de la cohésion sociale. Ce sera la dernière et qui clôturera donc notre journée avec un focus sur les métiers cœur d'activité, ceux qui travaillent au quotidien avec des publics vulnérables, souvent absents des études d'impact technologique. Et donc, parce que les métiers de la cohésion sociale ne sont pas des métiers comme les autres, et vous le savez tous, cette journée a pour ambition de donner à voir la complexité, la richesse et la fragilité des transformations en cours, pour ne pas subir l'innovation, mais en faire une opportunité collective, éthique et soutenable au service du lien social, de la dignité et de l'intérêt général. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Je reprends la parole, une petite minute, voire 2, pour remercier Natalia pour la présentation de ce programme qui est en effet très riche et qualitatif. Je veux en profiter pour remercier tout particulièrement l'ensemble des intervenants et intervenantes qui ont accepté de participer pour pouvoir vous éclairer ou animer vos débats et qui constituent un beau pool d'activistes de numérique d'intérêt général avec lesquels j'ai le plaisir de collaborer de manière régulière. Quelques compléments aussi peut-être sur le dispositif en place aujourd'hui. Vous avez une retransmission en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube et vous aurez un replay ensuite pour les déçus dans vos entourages qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Et vous avez aussi avec nous aujourd'hui Morgane Parisi qui est dessinatrice, facilitatrice et qui va croquer le portrait des différents intervenants et peut-être de vous tout à l'heure en séquence 2. Et on la remercie parce qu'elle a un talent fou et elle va permettre aussi d'en profiter pour dédramatiser un peu le sujet et rire ensemble. Enfin, quelques compléments sur les règles du jeu. Ici, on va pratiquer l'intelligence collective. Donc, je vous invite vivement à participer, à rejeter catégoriquement l'autocensure. Il n'y aura pas de mauvaises questions, de questions idiotes. C'est le moment d'exprimer vos questions, vos doutes. Et je voulais vous demander de prendre quelques secondes pour saluer votre voisin ou votre voisine afin d'entamer ce temps d'échange. C'est une bonne pratique. Avant d'introduire, je vois que ça marche bien.
Je reprends le micro pour pouvoir introduire notre première séquence avec 3 points de vue engagés et complémentaires qui vont vous éclairer sur les enjeux. Et j'appelle pour commencer Hubert Guillot à me rejoindre, journaliste, créateur du média Dans les algorithmes, un incontournable sur le sujet. Bonjour à tous. Merci de cet accueil. Donc, je suis Hubert Guillot, je suis journaliste, m'occupe d'un média en ligne que j'ai créé l'année dernière qui s'appelle danslesAlgorithmes.net et je vais avoir le rôle de celui qui amène le côté sombre de cette journée. L'arnaque de l'IA, The AI-Con, est le titre d'un essai qu'ont signé la linguiste Emily Bender et la sociologue Alex Hanna cette année. Emily Bender est professeure de linguistique à l'Université de Washington. Elle fait partie des 100 personnalités de l'IA distinguées par le Times en 2023. Elle est surtout connue pour être l'une des co-auteurs avec Timnit Gebru, Angelina Macmillan-Major et Margaret Mitchell du fameux article sur les perroquets stochastiques dont vous avez certainement entendu parler, qui est une critique du développement des grands modèles de langage. Reste qu'à son titre, l'arnaque de l'IA pourrait paraître comme un brûlot technocritique. Mais il est plutôt une synthèse très documentée de ce qu'est l'IA et de ce qu'elle n'est pas. Le propos est limpide, pourtant. L'IA est une escroquerie, disent-elles. Un moyen que certains acteurs ont trouvé pour faire les poches de tous les autres. Comme les grandes entreprises de l'IA ont fait les poches de tous les contenus disponibles pour produire leurs machines sans rien débourser. Quelques acteurs majeurs bien placés se sont positionnés pour accumuler des richesses importantes en extrayant de la valeur du travail créatif, des données personnelles ou du travail d'autres personnes et en remplaçant des services de qualité par des facsimilés, disent-elles. Pour elle, l'IA tient bien plus d'une pseudo-technologie qu'autre chose qui vise à nous faire croire collectivement en ses effets plutôt qu'à les démontrer. L'escroquerie tient surtout dans le discours que ces acteurs tiennent. Le battage médiatique, la hype qu'ils entretiennent, les propos qu'ils disséminent pour entretenir la frénésie autour de leurs outils et services. Le cadrage que les promoteurs de l'IA proposent leur permet de faire croire en leur puissance tout en invisibilisant ce que l'IA fait vraiment. Menacer les carrières stables et les remplacer par du travail à la tâche, réduire le personnel, déprécier les services sociaux, dégrader la créativité humaine, disent Bender et Hanna, rien de moins. L'IA sert à automatiser les décisions, à classifier, c'est-à-dire à trier, scorer, à parier. Elle sert aussi à recommander, à prédire, à traduire, transcrire, à générer des textes et des images. Toutes ces différentes fonctions, assemblées sous le terme d'IA, créent l'illusion d'une technologie magique, intelligente, qui permet de produire de l'acceptation autour de l'automatisation, quelles que soient ses conséquences. Ce battage médiatique nous invite instamment à utiliser ces outils, quelle que soit leur qualité. Nous sommes sommés de céder à leur inéluctabilité qui est d'autant plus insistante que ces outils s'intègrent désormais partout, des moteurs de recherche à nos outils de traitement de texte. Nous sommes sommés de nous former à ces outils et de nous y adapter. Mais ce principe de formation, comme seul horizon, ne remet pas en cause le pouvoir et l'organisation du travail. Elle ne reconnaît pas le droit des salariés à décider comment travailler. La formation ne propose trop souvent rien d'autre que l'acceptation. Nous sommes cernés par une injonction à nous adapter qui tient bien plus du catéchisme que de la liberté. Le battage médiatique autour de l'IA, la hype, est également un élément important car c'est elle qui conduit l'investissement dans ces technologies, qui explique l'engouement pour cet ensemble de méthodes statistiques appelées à changer le monde. La fonction commerciale de la hype technologique est de booster la vente de produits et aujourd'hui, elle s'entraîne elle-même entre titans technologiques qui imposent à tous et partout leurs produits sans que nous l'ayons décidé, sans que nous les ayons choisis ou même voulus. Nos outils se modifient, partent vers nous en tentant de nous convaincre que nous allons avoir besoin de leur petite baguette magique. Bien sûr, il y a des applications de l'IA bien testées et utiles.
les correcteurs orthographiques, par exemple, ou les systèmes d'aide à la détection d'anomalies d'images médicales. Pourtant, toutes, même les plus accomplies, c'est-à-dire même les correcteurs orthographiques ou les systèmes d'images médicales ont des défaillances. Et leurs défaillances sont encore plus vives quand les outils sont imbriqués à d'autres et quand leurs applications vont au-delà des limites de leur champ d'application, pour lesquelles elles fonctionnent bien. Dans leur livre, Bender et Hanna multiplient les exemples de défaillances sur mon média, dans les algorithmes. Vous en trouverez tous les jours une recension. Ces défaillances, dont la presse et la recherche se font souvent les échos, ont des points communs. Toutes reposent sur des gens qui nous survendent des systèmes d'automatisation, à l'image des très versatiles machines à extruder du texte. J'aime beaucoup cette expression de Bender et Hanna. C'est ainsi qu'elle parle des chatbots comme ChatGPT et autres. C'est-à-dire, elle les compare à des imprimantes 3D censées imprimer plus ou moins fidèlement du texte, depuis tous les textes, censés extruder du sens, ou plutôt nous le faire croire. ChatGPT n'est donc qu'une machine à extruder du texte, comme un processus industriel extrude du plastique à partir de plastique. Leur fonction n'est qu'une fonction de production, voire de surproduction, à la recherche de profit pour ceux qui les déploient. L'IA se déploie partout avec la même promesse, celle qu'elle va améliorer la productivité, quand elle propose d'abord de remplacer le travail par la technologie. L'IA ne va pas prendre votre job, elle va rendre votre travail plus merdique, disent-elles. Et l'IA est déployée pour dévaluer le travail en menaçant les travailleurs par la technologie qui est supposée faire leur travail à une fraction de son coût. Sous prétexte d'accompagner les travailleurs, de les aider à être créatifs, l'IA générative va surtout venir renforcer la surveillance dont ils sont l'objet, prescrire et restreindre leur champ d'action, comme l'expliquent Aya Nguyen et Alexandra Matescu de Data Society dans leur rapport sur l'IA générative au travail. Dans celui-ci, les deux chercheuses expliquent que l'essentiel des applications de l'IA ne seront pas récréatives comme on nous le vend, mais coercitives. Dans les centres d'appel, par exemple, les données conversationnelles des opérateurs sont utilisées pour créer des IA conversationnelles, sans que les travailleurs ne soient d'ailleurs rémunérés en plus pour ce travail, pour cette nouvelle exploitation. Même problème pour les auteurs dont les éditeurs choisissent de céder l'exploitation de contenu à des systèmes d'IA générative. Pour l'instant, pour contester la marchandisation non rémunérée de leur travail, les travailleurs ont peu de recours. Alors que cette nouvelle couche d'exploitation pourrait avoir des conséquences à long terme, puisqu'elle vise également à substituer leur travail par des outils, à l'image de la prolifération de mannequins virtuels dans le monde de la mode. Les asymétries majeures de pouvoir et d'information entre les industries et les travailleurs restent symptomatiques et nécessitent de nouveaux types de droits et de protection du travail, disent les deux chercheuses de Data et Society. Dans les lieux de travail, l'IA apparaît souvent de manière anodine, en étant peu à peu intégrée à des applications de travail existantes. Dans la pratique, l'automatisation remplace rarement les travailleurs. Elle automatise très partiellement certaines tâches spécifiques et surtout reconfigure la façon dont les humains travaillent aux côtés des machines. Les résultats d'IA générative nécessitent souvent beaucoup de retravail pour être exploités. La dévalorisation des humains derrière l'IA occulte bien souvent l'étendue des collaborations nécessaires à leur bon fonctionnement, à l'image des très connus travailleurs du clic qui travaillent depuis des écrans à l'autre bout du monde. L'utilisation de l'IA générative génère des simplifications problématiques. C'est le corps de mon propos, bien souvent. Par exemple, l'utilisation croissante d'outils de traduction automatique plutôt que d'interprètes humains dans le système d'immigration américain pour accomplir des demandes d'asile a conduit à des refus massifs du fait d'erreurs de traduction manifestes, comme des noms transformés en mois de l'année, des délais incorrects. Si la traduction automatique permet de réduire les coûts, elle est trop souvent utilisée dans des situations complexes et à enjeux élevés où elle n'est pas pertinente. Même là où elle pourrait l'être, elle est d'abord utilisée pour réduire les coûts et les salaires des traducteurs, par exemple, contraints à corriger les traductions automatiques pour moins cher et avec moins d'autonomie qu'ils n'en avaient quand ils étaient libres de leurs mots. Enfin, rappellent les chercheuses, l'IA générative vient souvent remplacer certains profils plus que d'autres, notamment des postes juniors ou débutants, au détriment de la formation et de l'apprentissage de compétences essentielles. Donc, le recours à l'IA générative renforce également la surveillance et la datafication du lieu de travail, aggravant des décisions automatisées qui sont déjà très peu transparentes aux travailleurs. Automatisation de l'attribution de tâches, de l'évaluation des employés, de la prise de mesures disciplinaires, automatisation des plannings quand ce n'est pas des salaires et des primes.
Non seulement le travail est de plus en plus exploité pour produire des automatisations, mais ces automatisations viennent contraindre l'activité de travail. Par exemple, dans le domaine des centres d'appel, l'IA générative surveille les conseillers. En fait, présenter les chatbots et les déploiements de l'IA générative comme des assistants plutôt que comme des contrôleurs occulte le renforcement de l'asymétrie de pouvoir à l'œuvre. Ce discours permet de distancier l'opacité et le renforcement du contrôle que le déploiement de l'IA opère réellement. Dans nombre de secteurs, l'adoption de l'IA générative est bien souvent motivée dans une perspective de réduction des coûts ou des délais de production. Elle se déploie activement dans les outils de planification de personnel dans le commerce de détail, la logistique, la santé, qui optimisent des pratiques de sous-effectifs ou d'externalisation permettant de maximiser les profits tout en dégradant les conditions de travail. Le remplacement par les machines diffuse et renforce partout l'idée que les employés sont devenus un élément jetable comme les autres. Pour les deux chercheuses, nous devons trouver des modalités concrètes pour contrer cet impact néfaste de l'IA, qui comprend de nouvelles formes de contrôle, la dévaluation du travail, la déqualification, l'intensification du travail et une concurrence accrue entre travailleurs dont les performances sont comparées les unes aux autres pour tenir les cadences, sans oublier les questions liées à la rémunération. En vérité, aucun de ces outils ne fonctionnerait s'il ne tirait pas de profit de contenu produit par d'autres et s'il n'exploitait pas une force de travail massive et sous-payée. L'innovation technologique a toujours promis de rendre le travail plus facile et plus simple en augmentant la productivité. Mais ces promesses n'ont toujours été que des fictions dont la fonction ne consiste qu'à vendre de la technologie. L'automatisation fait partie d'une stratégie plus vaste visant à transférer les coûts sur les travailleurs et à accumuler des richesses pour ceux qui contrôlent les machines. Cette dégradation dont je vous ai parlé dans plusieurs secteurs, elle est particulièrement à l'œuvre dans les systèmes du social. L'accès aux services sociaux est remplacé par des contrefaçons bon marché, disent Bender et Hanna. Sous prétexte d'austérité, les solutions automatisées sont partout envisagées comme la seule voie à suivre pour les services gouvernementaux à court d'argent. Voilà plus de 10 ans, la chercheuse Virginia Eubanks, dans son livre « Automating Inequality », automatiser les inégalités, nous montrait déjà que dans le domaine du social, tous les calculs sont défaillants. Elle montrait déjà que, comme l'ont confirmé toutes les grandes enquêtes sur nombre d'outils du social à travers le monde, souvent c'est des outils produits par les mêmes grandes entreprises de conseil pour les services publics, recyclant leur système défaillant d'un pays à l'autre. Que partout, les systèmes de calcul des droits des bénéficiaires de prestations sociales d'aide à l'enfance étaient problématiques quand ce n'est pas défaillant. De l'Angleterre à l'Australie, des Pays-Bas à la France, de l'Espagne au Danemark en passant par les États-Unis, partout les systèmes de calcul automatisés ont montré leur iniquité. L'automatisation dans le domaine du social, au nom de l'efficacité, ne rend les autorités efficaces que pour nuire aux plus démunis, disent les deux chercheuses. De partout, quand les services publics se tournent vers des solutions automatisées, c'est bien plus pour se décharger de leurs responsabilités que pour améliorer leurs réponses. Dans le social, le développement de l'IA est obnubilé par l'efficacité organisationnelle et la lutte contre le risque de fraude, qui masque bien souvent une débauche de moyens pour traquer des indus très modiques. Pour traiter plus de bénéficiaires avec moins de fonctionnaires et concourir à générer moins d'aides pour répondre aux exigences austéritaires du public et aux exigences de profit des compagnies d'assurance privée. Tout l'enjeu est de faire moins, plus avec moins. L'IA est une solution de remplacement bon marché. L'IA est un pauvre facsimilé de l'État-providence, disent Bender et Hanna. Partout, les publics sont trigués, scorés pour déterminer qui pourra bénéficier d'une aide, d'un accompagnement dans sa recherche d'emploi ou d'une suppression de ces aides, en fait. Sans surprise, partout, ces systèmes ont montré qu'ils accablaient d'abord les plus démunis, les étrangers, les mères isolées, les jeunes, les personnes les plus éloignées de l'emploi. Des systèmes de scoring à France Travail en passant par ceux de la CAF, des systèmes de l'administration numérique pour les étrangers en France en passant par les outils de calcul de risque bancaire, tous les outils ont montré qu'ils ne savaient pas traiter les publics équitablement, bien au contraire. Et quand on nous dit que ce n'est pas le cas, c'est bien souvent sans en apporter la preuve. Toutes les administrations se cachent derrière l'opacité de leur déploiement. Plutôt que de céder aux sirènes des machines qui vont rendre les calculs plus complexes et opaques qu'ils ne sont déjà, qui vont les rendre encore plus inexplicables qu'ils ne sont, qui vont les rendre encore plus défaillants qu'ils ne sont, nous devrions plus que jamais œuvrer à ce qu'ils deviennent transparents, opposables et contestables plutôt qu'inéluctables.
Émilie Bender et Alex Hanna plaident pour une confiance zéro à l'encontre de ceux qui déploient des outils d'IA. Les principes de cette confiance zéro établis par l'INO Institute, Accountable Tech et l'Electronic Privacy Information Center reposent sur 3 leviers. Renforcer les lois existantes, notamment celles permettant de protéger les publics et les travailleurs et garantir leurs droits. Établir des lignes rouges sur les usages inacceptables de l'IA, comme le fait de ne pas pouvoir optimiser les heures des employés pour minimiser les primes et salaires, comme le font les calculs opaques d'Uber et ses salaires algorithmiques qui promettent de se répandre dans bien d'autres secteurs. Et exiger des entreprises d'IA qu'elles produisent les preuves que leurs produits sont sans danger, comme nous avons exigé des industries du médicament qu'elles ne puissent commercialiser que des traitements dûment éprouvés. Nous devons plus que jamais réaffirmer notre valeur, nos compétences et nos expertises sur celles des machines. Vous, acteurs du social, vous devez être plus que d'autres exigeants face à ces déploiements qui s'imposent à vous. Les enquêtes disponibles montraient que vos outils de travail étaient souvent défaillants envers vos publics. Dans le monde entier, nous avons trouvé dans les formulaires des champs de commentaires qui, quand ils étaient remplis d'un commentaire, même positif, aggravaient les scores de risque des publics juste parce qu'ils étaient remplis. Plus que d'autres, vous devez être maître des outils qu'on vous dit d'utiliser. Nous le devrions tous d'ailleurs. Et avec l'IA, au prétexte qu'elle serait capable de faire les analyses toute seule, plus rapidement, pour moins cher que nous, nous apprêtons à mettre entre nos mains des outils pour lesquels nous n'avons aucune assurance. Le chercheur Arvind Narayanan, dans son livre AI Snake Oil, c'est-à-dire l'huile de serpent de l'IA, nous rappelle que la complexité des calculs ne produit pas de meilleurs résultats que des calculs plus simples. La grande disponibilité des données et des possibilités de calcul nous font oublier que l'opacité et la complexité qu'ils génèrent produisent des améliorations marginales par rapport aux problèmes démocratiques que posent cette opacité et cette complexité. Nous n'avons pas besoin de meilleurs calculs que leur complexification ne produit pas toujours, que de calculs capables d'être redevables devant les usagers, devant les citoyens. Nulle part, l'IA ne nous emmène sur ce chemin. Je vous remercie. Tu as utilisé l'IA pour faire le timing de speech pile poil. Ouf. C'est dur d'intervenir après Hubert. Et surtout pour ce que Jeanne m'a demandé de faire. C'était un peu le challenge, mais j'aime bien me mettre dans des positions de disconfort, sachant qu'au quotidien, on est aussi chez Impact AI dans un esprit de débat et dans un esprit assez critique. Concrètement, chez Impact AI, on échange avec 300 managers terrain au quotidien. On les accompagne dans leurs défis, dans leurs questions. Et on partage ensemble des solutions, des bonnes pratiques. Mais souvent, on partage plus des peurs, on partage des risques. Et on essaie de trouver ensemble les bonnes questions qu'on doit se poser. Pour me présenter, je dirige ce collectif qui réunit aujourd'hui 100 entreprises qui sont engagées pour une IA responsable depuis 7 ans. Depuis avant les IA génératives, avant qu'on parle de tous ces impacts sur le quotidien des professionnels et de tout le monde. On engage les entreprises pour débattre et construire ensemble un espace de partage de bonnes pratiques, parce qu'on considère que l'IA concerne tout le monde et qu'il y a aussi une possibilité de développer une IA qui soit juste, qui soit utile, mais que c'est qu'ensemble qu'on va le faire. On ne va pas réussir tout seul. Et donc, on a besoin de se réunir, même si on est compétiteurs, de venir ensemble et peut-être échanger sur les défis communs qu'on a.
Les impacts de l'IA sont systémiques, comme l'a bien dit Hubert. Je n'entre pas dans le détail de tous les impacts qu'on peut voir sur l'environnement, parce que je sais que vous avez une présentation juste après sur ce sujet. Mais nous, ce qu'on cherche chez Impact AI au quotidien, c'est de donner des pouvoirs. C'est de donner des pouvoirs aux professionnels, à ceux qui au quotidien sont face à ces outils. Ils doivent aussi les utiliser pour des raisons bien claires, faire plus avec moins. Mais aussi parce qu'ils ont d'autres enjeux économiques, sociaux. Donc il y a clairement un besoin de leur donner des pouvoirs et des manières de faire cela au quotidien. La première chose qu'on fait chez Impact AI, c'est de démystifier. Là, vous voyez à l'écran un petit dessin, un peu comme on va le voir après cette matinée avec les portraits robots de nos interventions. Mais c'est des dessinatrices, des designers qui viennent nous écouter pendant nos ateliers. On a plus de 50 ateliers par an avec des communautés d'experts. On se réunit pour échanger sur les différents impacts de l'IA. Et donc, ces personnes qui sont spécialisées dans le fait de synthétiser de manière compréhensible pour tous, écoutent et dessinent en fait ce qui ressort de nos échanges. Ici, c'était un atelier qui a eu lieu en mai et juin, une série de webinaires sur les impacts, sur la soutenabilité de l'IA. Il s'avère qu'on a eu du mal à s'arrêter à 2 webinaires, donc on s'est dit qu'on va peut-être traiter dans le visuel que vous voyez uniquement comment est-ce qu'on peut réfléchir à la conception de l'IA et son impact sur l'environnement sur 2 volets. D'abord, de sa production et son application, de la conception à l'usage, et ensuite de ces usages qui sont fort green. Donc il y a bien aussi des exemples ici en bas que vous pouvez voir de comment est-ce que l'IA peut contribuer à améliorer les prédictions météorologiques, à réduire l'impact carbone. Peut-être pour des anecdotes, je vais donner des exemples assez spécifiques des entreprises qui partagent des cas d'usage dans les ateliers. Par exemple, sur ce sujet IA et environnement, on avait le mois dernier Safran, le groupe Safran, qui nous parlait de comment est-ce qu'ils ont utilisé une IA, pas une IA générative, mais une IA classique, pour améliorer, réduire en tout cas leur consommation énergétique et réguler du coup la consommation énergétique des systèmes CVC, donc des systèmes de chauffage, de ventilation et climatisation pour leurs bâtiments. Ils avaient pour objectif de réduire cette consommation énergétique de 10%. Ils ont travaillé avec une start-up pendant 2-3 mois et ils nous ont partagé les résultats. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était que simplement, au début, ils cherchaient à réguler la pression des soufflages des centrales de traitement d'air. Et au final, ils ont découvert que juste par un ajustement d'horaire, pour le moment quand ils relançaient les unités terminales, ils ont simplement changé l'heure de démarrage de 5 heures du matin à 8 heures du matin. Et par ça, ils ont réussi à atteindre 22% d'économie. Et cela a eu un impact assez important. Et enfin, ils ont réduit de 51 tonnes l'équivalent de CO2 avec un modèle d'IA classique, assez petit, assez frugal, qui avait un impact de 0,007 tonnes en 2024.
il reste encore à optimiser ce modèle, mais c'est un tout petit exemple d'un geste qui a été mis en visibilité à l'aide de l'IA. Et on sait qu'il y a beaucoup des outils d'IA pour l'aide à la décision. Et on a commencé à débattre un petit peu plus au sein du collectif sur ce cas d'usage parce qu'on l'a trouvé vraiment intéressant. Et on s'est demandé également est-ce que cette bonne pratique peut être partagée avec d'autres acteurs, par exemple les acteurs de la santé. Donc on parlait à Clariane, qui fait aussi partie de notre collectif, et qui ont 60 maisons de retraite médicalisées en France. Donc, on se demandait comment est-ce que cette application peut aussi être déployée au sein de Clariane. Sachant qu'ils ont déjà un outil qui s'appelle Koala et qui est une aide aux soignants. Donc, cette application, elle les aide à faciliter le partage d'informations, améliorer la qualité des procédures, centraliser les outils. Bref, ils s'emparent des outils IA et c'est ce partage en fait des exemples qui fait qu'ensemble on peut identifier d'autres types d'usages ou d'autres secteurs. Et Schneider est venu dans cet échange et ils nous ont partagé une étude qu'ils ont fait et qui est d'ailleurs publiée par le Sustainable Research Institute de Schneider qui montre que dans le secteur des bâtiments éducatifs et tertiaires, il y a eu une réduction annuelle de 65 tonnes de CO2 dans 87 bâtiments éducatifs à Stockholm. C'est grâce à une IA, pareil, appliquée au système CVC. Des économies de carbone jusqu'à 7 fois plus importantes peuvent être réalisées dans des villes comme Boston. Donc ça dépend aussi beaucoup de la localisation, d'où l'importance d'utiliser ces outils de manière adaptée, locale, intégrée dans ses besoins et d'avoir une réflexion systémique sur l'utilisation. Nous, chez Impacter, on pense que c'est essentiel. Se poser la question de pourquoi et quand j'utilise l'IA est essentiel. Pour ça, on a besoin d'avoir un cadre, de se poser la question de la gouvernance des données et de la culture de l'entreprise. Parce qu'en effet, on peut vouloir utiliser l'IA pour faire plus avec moins, mais on peut aussi très bien vouloir utiliser l'IA pour faire du bien. Je sais que c'est ma mission aujourd'hui de vous donner des exemples positifs. Et je le prends avec plaisir parce que j'aime beaucoup regarder le plan de verre et j'aime bien regarder aussi ce qu'on fait pour rendre une IA plus inclusive. Pour vous donner d'autres exemples, on parlait avec L'Oréal de la manière dont ils développent les algorithmes avec leurs cellules Beauty Tech. Et au-delà du fait qu'ils ont 2 principes de base dans leur gouvernance qui sont très parlants pour moi, celle de rendre une IA inclusive et sustainable by design. Ils ont également travaillé énormément sur l'algorithme qui est utilisé pour la production des produits de beauté. Et notamment pour éviter les biais liés à la couleur de peau. Donc ça demande de travailler également sur la partie données, mais ça part d'une gouvernance très claire qui intègre des principes et qui les met en action.
pour pouvoir refléter la diversité des utilisateurs, de ceux qui vont utiliser ces applications. Il est important d'intégrer les utilisateurs dans la conception, dans le design de ces applications. Il y a également, pour parler de cet aspect d'inclusion, beaucoup de nos membres qui font des formations, pas aux outils d'IA, mais pour aider des personnes, des publics éloignés de l'emploi à s'insérer sur le marché du travail. Il y a les écoles de IA qui sont développées par Simplon et Microsoft, qui ont formé 1800 développeurs en 18 mois, qui viennent des différents milieux. Moi, je suis un produit de Simplon aussi, et j'aime bien le dire parce que j'étais roumaine et arrivée en France, j'avais du mal à trouver un emploi. Je ne parlais pas français, je parlais qu'anglais. Et le web et la formation au web m'a aidé à trouver ma voie et mon chemin en France. Et le fait d'avoir fait une formation, ça m'a permis aussi de travailler après sur des produits IA pour la santé. J'ai également travaillé dans une start-up qui faisait la détection de cancer de peau. Donc, j'ai aidé à développer un algorithme avec toutes ces problématiques justement de détection de la couleur de peau, d'ajustement qu'on devait faire à l'algorithme pour prendre en compte et faire de l'échantillonnage qui était inclusif et représentatif des utilisateurs, surtout aux États-Unis. Parce que c'est là où on déployait l'application d'abord. Beaucoup des applications IA en santé sont déployées sur des publics très spécifiques et prendre en compte leurs besoins est essentiel. On a également la start-up IA Médicale qui fait partie de notre collectif et ils travaillent sur les personnes qui sont malades d'Alzheimer et pour aider les aides soignants à répondre à des questions émotionnelles, des problématiques de gestion de leur dossier médical. Ils ont construit un chatbot qui va aider ces personnes qui accompagnent au quotidien les personnes malades. Donc voilà un petit peu quelques exemples des choses qui sont partagées dans le collectif Impact AI. Ce que je vous invite aujourd'hui, c'est peut-être réfléchir ensemble et échanger après. Je vais essayer de rester aussi pour voir comment est-ce que on pourrait faciliter le dialogue, faciliter le débat et ces échanges, et comment est-ce qu'on pourrait s'outiller et partager plus. Parce que si l'un des super pouvoirs c'est démystifier, un autre qui est très à la portée de main, c'est de s'outiller avec ce qui existe, avec les exemples qui vous parlent le plus, et partager. C'est pas, je crois vraiment qu'on va pas réussir à trouver la réponse tout seul et qu'il faut bien s'entourer. Ce type de collectif permet aux professionnels de pouvoir se poser les questions ensemble, échanger avec d'autres personnes qui ont les mêmes questions ou qui ont eu les mêmes problématiques et voir s'il y a des solutions. Et si on n'a pas à agir, essayer de trouver ensemble. Ces espaces-là qu'on propose chez Impact AI. Ici, vous avez une matinée qui sera organisée le 24 novembre. On appelle ça les masterclass de l'IA responsable, mais c'est encore un cadre qui permet de prendre un peu de la hauteur sur ce qu'on fait au quotidien, sur comment est-ce que l'IA change nos liens sociaux, nos relations personnelles,
interpersonnelles, nos relations avec le travail, la relation avec nos amis, nos membres de la famille, la relation avec nos managers, avec nos représentants, avec les institutions. Il y a beaucoup de niveaux différents et c'est assez, je crois vraiment qu'il est important de croiser les regards. Au quotidien, j'essaie de relier deux mondes, le monde de la tech et le monde des métiers, des industriels. Et ce n'est pas toujours évident, mais je crois que quand on croise les regards et qu'on amène ensemble des perspectives sur la science, la technologie et la société, c'est là où on apporte vraiment de la valeur. Et la cohésion sociale, le fait de faire ensemble, a vraiment son rôle à jouer là-dedans. Donc je vous invite à nous rejoindre et venir à cette matinée et continuer le débat ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ingénieure, je travaille dans le think tank The Shift Project, qui est un think tank qui travaille sur la décarbonation de l'économie française. Je suis co-autrice d'un rapport qui est sorti au tout début du mois sur l'intelligence artificielle et les data centers. Et je vais vous en dire quelques mots. Alors, je vais vous parler de data centers. Parce que c'est l'endroit sur lequel ont lieu la majorité des calculs faits par IA. Je ne vais pas vous parler de l'ensemble du système numérique, donc on va mettre de côté les réseaux fixes, mobiles, satellites, qui pourtant ont un poids carbone. On va mettre de côté aussi les ordinateurs, les smartphones, les télés, quand bien même ça peut être le vecteur vers l'intelligence artificielle. Et on va parler de ces centres de données, donc qui sont des grands bâtiments, format boîte à chaussures, pas forcément très jolis, mais très compacte. C'est l'industrie la plus concentrée énergétiquement du monde et dans lesquelles on trouve des serveurs, du matériel informatique électronique, mais aussi des alimentations électriques. Et puis ces centres de données, il faut les construire, il faut les gérer, il faut les refroidir. Et dessus, il y a les calculs IA qui tournent, mais en fait, il y a aussi des usages très classiques de l'hébergement de sites web ou de plateformes vidéo. Et surtout, le cloud et le stockage de données on va dire historique, à la fois les données personnelles, mais en fait toutes les données d'entreprise. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est un sujet de rapport au numérique pas tant individuel, mais aussi très lié aux organisations qui se servent de cet outil-là. Alors je vais vous brosser les enjeux énergétiques et climatiques de l'IA, non pas à votre échelle, vous, en tant que tout petit individu qui vous demandez ce que vous pouvez faire, mais à des échelles collectives. Et donc, dans nos travaux, on a regardé les échelles mondiales, européennes, nationales françaises et nationales territoriales. À l'échelle mondiale, l'enjeu, il est climatique. Clairement, en 2020, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données, c'était à peu près la moitié des émissions de la France, tout secteur confondu. Et d'ici 5 ans, ces émissions, ça sera 2 fois les émissions de la France, tout secteur confondu. Alors je le dis au futur, comme si c'était acté et évident, l'ensemble des futurs peut être très divers et possible. Ça, c'est un futur qu'on a décrit dans nos scénarios, qui est, on poursuit les dynamiques actuelles et on regarde les demandes de raccordement qui sont faites sur les différents réseaux électriques dans le monde. Ce chiffre de 2 fois les émissions de la France, moi, il me terrifie. Il me terrifie parce que, juste pour des data centers, se dire que c'est 2 fois les émissions de la France, je trouve que c'est beaucoup. Il me terrifie par son augmentation, passer de la moitié d'une France à 2 France, je trouve que c'est beaucoup. Et surtout, je me projette dans un monde net zéro. Alors, si on est bon, on l'attend en 2050. Si on n'est pas bon, on l'attend en 2070, 2080. Il fait plus 4 degrés, j'en sais rien. Mais en fait, dans ce monde-là, net zéro, des gigatonnes, on peut en émettre 5 à 7, selon à quel point on a développé plein de technologies de capture et de stockage du carbone. Et en fait, la 2 France, ça veut dire 1 gigatonne. Ça veut dire qu'on est en train de créer une infrastructure qui fait 1 gigatonne, alors que dans le monde de demain, des gigatonnes, on peut en avoir que 5 ou 7. Et dedans, il faudra faire entrer la mobilité, le chauffage, etc. Et donc, ça pose un problème vraiment infrastructurel
pas évident à gérer. Alors pourquoi un data center ça pollue et ça a autant d'impact climatique et pourquoi ça augmente? Le premier aspect, et vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est la consommation énergétique. On branche de plus en plus de centres de données. Voilà, ça ne cesse d'augmenter, ça fait x3, ça fait plus 13% par an, ça ne s'arrête jamais. Premier sujet. Mais pourquoi cette consommation énergétique, elle est embêtante? Elle est embêtante parce qu'en fait, pour 50%, elle est issue d'énergie fossile. Donc en fait, ça veut dire que par rapport à une énergie bas carbone, l'impact climatique, il est 10 fois pire quand c'est du gaz et 20 fois pire quand c'est du charbon. Vous allez me dire, en quoi ça nous intéresse? Nous, on est en France, notre électricité, elle est bas carbone. Et bien en fait, la moitié de nos usages sur centre de données, ils sont dans un autre pays et majoritairement aux États-Unis. Donc en fait, on est pour moitié dans ce cas de figure. Et ensuite, la troisième raison pour laquelle un centre de données, ça pollue, c'est parce qu'en fait, il faut les fabriquer, les processeurs, les cartes mémoire, les disques durs. Et tout ça, ça a un impact. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 75% pour l'utilisation et 25% pour la fabrication à l'échelle mondiale. Voilà le tableau au niveau monde. Maintenant, on descend au niveau européen. Le niveau européen, il est ultra intéressant parce que on regarde les grandes dynamiques à l'échelle d'un continent qui a des mandats, notamment de politique commerciale. Et donc, c'est à cette échelle-là qu'on va parler de programmation énergétique à l'échelle de l'Europe. Donc là, il y a des plans, on est en train d'essayer de sortir du gaz, ce qui a le bon goût de nous désengager de la Russie. Problème en ce moment, cette nouvelle consommation pour les data centers, elle pourrait nous inciter à acheter plus d'énergie. Alors, dans un monde peut-être intelligent climatiquement, ce sont des énergies renouvelables ou éventuellement nucléaires, mais en tout cas, c'est sortir du gaz. Et on arrive à un moment où, bam, d'un coup, il y a 200 TWh, 2 centres de données à gérer en plus en Europe, alors qu'on est censé se passer de 200 TWh de gaz pour se libérer de la Russie. Alors, peut-être qu'on va se libérer de la Russie, et là, les Américains nous proposent d'acheter pour 750 milliards d'énergie fossile dans les années à venir, donc une nouvelle dépendance peut-être à une énergie fossile qui est en train de se recréer pour ces data centers, pour cette IA. Le niveau européen, il est intéressant pour autre chose. Il est intéressant parce qu'en fait, il y a des disparités dans chacun des pays. Pas tous les pays ne gèrent de la même façon leur infrastructure. Il y a un cas emblématique qui est un peu marrant, c'est le cas de l'Irlande. L'Irlande, face à des difficultés, notamment d'emploi et d'attractivité sur son territoire, a fait le pari d'accueillir l'industrie numérique en 2010-2015 avec des politiques fiscales très incitatives. Donc, ils ont eu sur leur territoire tout plein de centres de données, ils étaient très contents. Ils se sont fait un peu dépasser d'un point de vue électricité. En 2015, c'était un tout petit peu d'élec, et en 2022, c'était autant que toute leur industrie. Et au final, en 2022, ils n'avaient plus du tout d'électricité à leur donner, donc ils ont arrêté d'accueillir les centres de données parce que ne pouvant plus leur donner de l'électricité. Il y a eu beaucoup de combats finalement entre les différents acteurs. Au final, aujourd'hui, c'est une position qui n'est pas très glorieuse, parce que du coup, là, on dit, on ne vous donne pas d'électricité, mais par contre, vous pouvez vous raccorder au gaz. Donc, on a un pays qui était parti sur des engagements climatiques très forts, et qui, là, se retrouve à donner aux data centers du gaz, de l'énergie fossile, et on retrouve ce verrouillage pas très marrant. Il y a un autre cas emblématique qui est rigolo, c'est la région de Marseille. Sur la région de Marseille, les data centers, ils ont été historiquement installés sur le port, parce que c'est là où les câbles sous-marins arrivaient, et puis quand il y a un data center à un endroit, ça fait tout un réseau, et après c'est plus facile d'en installer d'autres. Et en fait, la ville de Marseille, pour développer sa mobilité bas carbone et électrifier les navires à quai, donc ça c'était vraiment un problème de pollution de l'air, puisque les navires, quand ils sont à quai, il y a d'autres pollutions qui sont très pénibles pour la santé humaine. Donc il y a ce projet d'électrifier les navires à quai. Et en fait, d'un point de vue raccordement réseau électrique, c'était plus possible en fait d'alimenter tout le monde dans la ville de Marseille. Donc depuis un an, la ville de Marseille a dit stop, et donc les data centers sortent maintenant de la ville de Marseille et vont aller 15 km plus loin dans une zone qui s'appelle plan de campagne. Voilà un peu, et donc voilà, des histoires par pays, elles sont toutes passionnantes. Il y a des pays qui sont saturés en termes de files d'attente, de demandes de raccordement. Il y a des pays qui sont complètement dépassés. Voilà, c'est une échelle très intéressante. Et enfin, on a regardé le sujet à l'échelle française, nationale et territoriale. Alors nationale, pourquoi? Parce qu'on a regardé le sujet de l'électricité en se posant la question de quelle quantité de centres de données d'un point de vue électricité on est capable d'accueillir sur notre territoire. Et quelle empreinte carbone ça a pour nous et comment ça nous engage en tant que Français. Alors, ce qui était très important à cette échelle-là, c'était
pas seulement le sujet de l'empreinte carbone de la filière centre de données elle-même, mais le sujet de la compétition au niveau des raccordements avec d'autres industries. En gros, si on donne trop d'électricité au centre de données, si jamais ça fait qu'on donne moins d'électricité, par exemple à l'électrification des véhicules ou à la décarbonation de processus industriels qui peuvent difficilement passer par autre chose que de l'électricité. Ça veut dire que peut-être que d'un point de vue carbone, c'est malin pour l'industrie du centre de données, mais ça peut être d'un point de vue carbone pas du tout malin pour la mobilité ou pour l'industrie. Et donc là, on était sur un sujet un peu de conflit d'usage. Et c'est pour ça que quand on a travaillé à l'échelle française, les chiffres qu'on a produits ils sont plutôt en électricité pour justement venir parler de ce débat. Mais ça, c'est un débat où on pourrait décider de réallouer notre quantité d'électricité à une industrie plutôt qu'à l'autre. On peut aussi décider d'installer plus d'électricité sur notre territoire pour accueillir la filière centre de données. Si on fait ça, et parce qu'on a eu beaucoup d'ambition, notamment au moment du sommet de l'IA sur quelle quantité d'IA on voulait développer en France et quelle quantité d'investissements étrangers on voulait accueillir. Si on fait ça, donc on construit de nouvelles capacités pour répondre à cette demande de la filière centre de données en France, ça veut dire que dans les prochaines années, à chaque fois que vous verrez une éolienne qui sera à chaque fois que vous verrez 4 éoliennes qui seront construites, il y en aura une qui sera pour les centres de données. Il y en aura 3 sur 4 qui seront pour du renouvellement de parcs et 3 sur 4 qui seront pour de la transition énergétique. Mais il y en aura une sur 4 qui sera vraiment pour l'IA. Et puis pareil pour des panneaux solaires et puis pareil pour des centrales nucléaires. Donc une centrale nucléaire sur 4 demain, ça c'est pour l'IA, c'est pour les centres de données. Ce n'est pas pour la transition énergétique ni pour renouveler du parc. Voilà pour vous donner les ordres de grandeur. Et après, on a regardé le sujet à l'échelle territoriale, parce qu'en fait, quand un centre de données arrive à un endroit, c'est très local. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y en avoir partout, donc ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Par contre, quand ça arrive, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'industrie la plus concentrée du monde. Quand ça arrive, les personnes qui habitent autour, elles sont carrément concernées. Alors, il y a plein de sujets auxquels il faut faire attention quand un centre de données arrive à un endroit. Ça peut être sa consommation en électricité, comme ce qu'on disait tout à l'heure pour le cas de la ville de Marseille. Ça peut être sa consommation en eau. Et puis, quand on regarde la consommation en eau, il faut vraiment faire cet exercice de se projeter sur le temps long. Un centre de données, il espère être rentabilisé pendant 15 à 25 ans. Ça veut dire que sa consommation en eau, ce n'est pas que maintenant qu'il faut la regarder, pendant 15 à 25 ans. Donc dans 15 à 25 ans, dans cette région-là, on est où en termes de sécheresse, stress hydrique ? Dans 15 à 25 ans, elle ressemble à quoi les technologies de refroidissement des centres de données ? Parce qu'on peut faire aussi du rétrofit de centres de données. Donc voilà, c'est commencer à prendre en compte toutes ces questions-là à toutes ces différentes échelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces 4 constats brossés à ces 4 échelles ? Le premier que j'ai à cœur de partager avec vous aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qu'ont repéré mes collègues qui travaillent sur la formation continue au Shift. Mes collègues qui travaillent sur la formation continue au Shift, ils ont remarqué que les personnes avec lesquelles elles travaillaient leur disaient écoute, moi dans mon entreprise, moi dans mon organisation, ces 3 dernières années, on avait un ambassadeur climat, puis là on lui a demandé d'être ambassadeur IA. Et puis le budget des formations climat, en fait on arrête, c'est bon, on a formé tout le monde pendant 3 ans, tout le monde a fait une fresque du climat, donc en fait il n'y a plus de budget. Par contre on a trouvé du budget pour faire un POC IA, pour faire un machin, voilà. Donc tout ça avec l'argument de si on ne prend pas le train de l'IA, on va rater le train de l'IA. Très bien, mais est-ce qu'on peut parler du train du climat en fait ? Parce que autant vous dire que la transition climatique, on n'a pas du tout prévu, pas du tout prévu de s'arrêter. Donc l'idée, c'est pourquoi pas le train de l'IA. Ne pas oublier de rester dans le train du climat. Si vous avez la sensation d'avoir fini de former les personnes au sujet climatique, ça veut juste dire qu'il y a des nouveaux sujets climatiques sur lesquels les former parce que c'est un problème éminemment compliqué. Très bien, le sujet en jeu, il a peut-être été fait, maintenant il faut peut-être parler du sujet transition. Très bien, le sujet transition, il a peut-être été fait, maintenant il faut parler du sujet adaptation. Il y a une infinité de sujets à traiter et vu tout le boulot qu'il nous reste à faire, ça m'étonnerait que tout le monde soit très bien formé. Alors voilà, après des recommandations, dans nos travaux, on en fait d'autres, encore une fois à différentes échelles, et j'aimerais vous en partager 2 avec 2 métaphores, et reprenant un peu ce que Roxana disait tout à l'heure. Quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire, utiliser plus ou moins l'IA, utiliser tel modèle, je pense qu'une métaphore qui marche bien, par exemple, c'est la métaphore de la voiture ou du déplacement. J'ai envie de répondre à un besoin qui est me déplacer.
En fait, j'ai plusieurs véhicules disponibles selon mon besoin. Je peux utiliser un vélo, je peux utiliser un véhicule léger, je peux utiliser une voiture. En fait, c'est pareil avec de la recherche documentaire ou de la traduction. Quelquefois, je peux utiliser le vélo et quelquefois, je peux utiliser la voiture. Et bien, en fait, des voitures, il y en a de plusieurs types. Il y en a des électriques et il y en a des thermiques. Et puis, il y en a des légères et puis il y en a des grosses. En fait, c'est pareil avec l'IA. Donc, il y a vraiment un sujet de se familiariser aussi avec ces différents modes de déplacement et avec ces différents types de voitures. Autre analogie que j'aime bien et qui marche mieux quand on ne parle pas d'une valeur ajoutée directement perceptible, on va dire comme, je sais pas, se déplacer, mais qui marche très bien pour, par exemple, de la productivité, c'est d'essayer de comparer l'IA à du plastique. Le plastique, c'est un fabuleux optimiseur logistique, et l'IA est un peu pareil. Et en fait, il y a des endroits où on arrive très facilement à se passer de plastique, le zéro déchet à la maison, ça passe plutôt bien. Par contre, quand j'arrive à l'hôpital, la poche de sang pour la perfusion, qu'elle soit en plastique, je suis plutôt content. Et en fait, ça va être pareil avec l'IA. Donc voilà les différents endroits où on peut penser à différentes choses à faire. J'avais noté un dernier point, mais j'ai oublié. J'y suis presque. Non, j'ai menti, j'ai noté 2 derniers points. Dans les différentes choses à faire, alors il y en a encore une qui est plus un peu actée d'un constat, qui est que, un peu aussi ce que disait Hubert en introduction, comment se développe l'IA. En fait, c'est pas parce que vous utilisez plus ou moins l'IA aujourd'hui que les data centers ils sont plus ou moins gros. Un data center, avant d'être construit, il y a 3 à 5 ans d'études de projet, d'avoir un permis, de faire le raccordement, de monter les murs. Et après, les serveurs, on va les rajouter petit à petit pendant 10 ans dans un centre de données. Donc on est vraiment sur un sujet de politique de l'offre. Donc aujourd'hui, il y a des projections que font des grands acteurs en disant on a prévu d'en installer tant. Et donc en fait, c'est en projection d'une demande future. Et donc en fait, la question c'est un peu comment on peut jouer sur cette demande future ou pas, comment on peut essayer de la faire infléchir ou pas. Et c'est surtout, une fois que les centres de données ils vont être là, le but du jeu, ça va être de les rentabiliser, parce qu'on ne construit pas un truc qui coûte, je vous ai dit, très concentré, très capitalistique, on ne construit pas un truc aussi important pour ne pas le rentabiliser. Et donc arrive à ce moment-là, après cette période de politique de l'offre et de hype, le marketing et le verrouillage marketing. D'accord ? Première étape, le cloud, ça va être génial. Deuxième étape, vous payez très cher pour le cloud. Pareil. Donc voilà, on va avoir ces 2 étapes. Là, on est plutôt dans la première et en fait, elle se passe un peu les deux en même temps. Mais voilà, le premier sujet, c'est vraiment acter qu'on est sur une politique de l'offre. Ça veut dire qu'en tant que collectif, et notamment en tant qu'État et puissance publique, les décisions, les réglementations qu'on doit prendre, elles doivent être pas que sur le versant usage, mais elles doivent être aussi sur le versant offre. Et dans notre rapport, vous verrez plein de recommandations qui vont en ce sens pour essayer d'encadrer la taille de cette filière centre de données et encadrer son impact carbone. Il y a plein d'industries qui sont soumises, par exemple, à des quotas ou à des taxes carbone pour un peu réguler la taille. On va essayer de faire baisser cette industrie petit à petit, qu'elle consomme moins en carbone et tout. Donc elles vont acheter des quotas, se les échanger et tout. Puis chaque année, il y aura 5% de quotas de moins. Le data center et le numérique échappent à toutes ces réglementations, alors que c'est justement une politique de l'offre, comme ce que j'étais en train de vous dire. Donc il y a aussi beaucoup de choses dans notre rapport qui sont sur cette thématique-là. Et dernière conclusion, dernière recommandation, on va dire. On a parlé un peu tout à l'heure de quand on se pose la question de est-ce que je vais utiliser l'IA, pas IA, je peux être très tentée de faire une petite balance coût-bénéfice. Ça peut m'aider. Et puis là, avec mes 2 métaphores, je vous ai dit comment on pouvait faire baisser la balance du côté coût. Ça pose la question de comment on gère cette balance du côté bénéfice. Moi, ce mode de pensée, je le trouve très intéressant quand on se pose la question à l'échelle d'un cas d'usage, de déploiement d'un service à un endroit. Par contre, il est absolument pertinent à l'échelle individuelle pour la tragique raison qui est que
Si chaque personne fait cette balance à l'échelle individuelle, c'est bénéfices qui gagnent. Et quand on la fait à l'échelle collective, c'est coûts qui gagnent. Donc on a un sujet qui ressemble un peu au sujet de tragédie des communs, un peu de façon générale. Quand je vous disais tout à l'heure, une gigatonne, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'à l'échelle collective, c'est coût environnemental qui gagne dans cette balance. Pardon, si ça gagne, c'est que c'est lourd, c'est en bas. C'est coût environnemental qui gagne dans cette balance. Alors que si moi, à mon échelle individuelle, je me dis, moi, Marlène, est-ce que j'utilise l'IA ou pas? Je vais prendre ma petite empreinte carbone, je vais regarder une requête, c'est 10 grammes, je vais faire ça 20 fois par jour, sur une année, ça me fait 150 kilos. Est-ce que ça passe par rapport à mes 2 tonnes? Ouais, ça passe, je mangerai 20 steaks de moins. Du coup, c'est vrai, ça passe, mais ça n'enlève pas qu'à l'échelle collective, on a quand même ce problème des 1 tonne. Donc, tous ces raisonnements, moi, je les trouve bien, et juste, il faut être un peu critique sur à quelle échelle on les utilise pour pas cacher, masquer les autres échelles de réflexion qui sont, elles aussi, importantes. Voilà, et puis, merci beaucoup pour votre attention. Alors un grand merci à nos 3 intervenants brillants pour cette mise en perspective qui avait donc pour objectif de vous donner quelques éléments de réflexion pour la suite. Et plutôt que de vous les résumer, ce que j'avais prévu de faire, mais on court après le temps déjà, après cette première séquence, je vais demander à Morgane peut-être de nous partager quelques dessins. Si ça suit en régie, super. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette première partie de matinée? Donc on retient bien que la relation est au centre du jeu. C'est un bon résumé, je pense, Hubert. Hubert qui avait la tâche difficile d'introduire cette journée avec une perspective pas très optimiste, mais je pense que c'était aussi structurant. Roxana qui avait le rôle non moins difficile d'essayer de nous redonner un petit peu d'optimisme après tous ces nuages. Et merci Roxana parce que j'ai trouvé que tu apportais un point de vue assez concret, donc des applications. Moi je retiens que l'intelligence collective, ça marche aussi dans cette grande phase de test pour se poser les bonnes questions. Et puis Marlène, qui nous a rappelé que plus que jamais, le numérique, c'est d'abord politique et démocratique, et qu'il ne faut pas se laisser déposséder par le discours technique, technologique. On n'est pas tous ingénieurs, mais on a tous vos chapitres. Et merci pour tous les points de vigilance qui ont été partagés au cours de cette matinée. Et Morgane a même été un peu plus loin et ça ne m'étonne pas d'elle. Donc, ça introduit bien l'exercice de la deuxième séquence. Je vais appeler Valériane sur scène à me rejoindre. Fort de tous ces éléments qui ont été partagés ce matin, et vous pouvez d'ailleurs être d'accord ou pas d'accord, ou avoir votre propre point de vue, vous allez pouvoir dialoguer avec les voisins que vous avez, ou les voisines que vous avez saluées ce matin, parce que vous avez un rôle de passeur et de transmetteur à jouer dans vos organisations sur le sujet, et qu'il n'y a rien de plus efficace que d'échanger, partager et se faire une opinion en collectif. C'est une bonne pratique en général dans le secteur de la cohésion sociale. Et Valériane, je t'invite maintenant à partager les règles du jeu de la séquence 2, puisque vous allez vous lever de vos chaises, après un petit café, que j'espère très court parce qu'on est en retard. Vous allez vous lever de vos chaises. Après l'intervention de Valériane, on vous partage la répartition des groupes dans les espaces et dans le listing. Merci. Du coup,
En première partie de matinée, vous avez pu vous nourrir et maintenant, je vais vous proposer un format qui va vous permettre de vous mettre en mouvement et de vous exprimer sur toutes ces questions et de réfléchir collectivement. Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Latitude et on essaye de promouvoir un numérique plus engagé et plus responsable, et on fait ça en interrogeant en fait finalement la finalité des outils numériques que l'on met en place, et notamment les outils d'IA. Et on essaye aussi de questionner en fait la manière dont on développe et on utilise ces outils. Et se poser des questions tout seul dans notre coin, c'est pas mal, mais c'est encore mieux quand on se les pose collectivement. Et pour essayer d'emmener le plus de monde possible à réfléchir avec nous, on propose... On propose des ateliers de sensibilisation. Et vous allez pouvoir participer à un de ces ateliers aujourd'hui. Donc c'est des espaces d'échange et de convivialité, des moments très ludiques dans lesquels vous allez pouvoir vous questionner sur les enjeux environnementaux et sociétaux liés aux usages numériques et en particulier aujourd'hui les usages de l'IA. Juste pour vous donner un panorama très rapide de nos actions, on intervient auprès de la jeunesse, dans l'enseignement supérieur et auprès de groupes comme le vôtre, dans le cadre de formation continue. Tout à l'heure, on a parlé de fresques du climat. C'est vrai que notre format est dérivé de ce type d'atelier très ludique. Et donc aujourd'hui, vous allez pouvoir participer à la bataille de l'IA, qui est un atelier qui a été conçu pour être proposé en 2 heures. Là, avec le temps limité, vous allez le vivre en 1h30. Il s'agit de prendre un temps pour démystifier finalement les enjeux environnementaux et sociétaux liés à l'usage des IA génératives et d'essayer humblement de développer ensemble votre esprit critique vis-à-vis des usages de l'IA. Dans un premier temps, je vous proposerai dans cet atelier de faire un bond dans le passé et découvrir des événements qui ont jalonné le développement des intelligences artificielles au sens large. Ensuite, on pourra prendre un temps pour revenir dans le présent et voir comment les enjeux environnementaux et sociétaux qu'on a identifiés en fait impactent nos vies, l'environnement, nos sociétés. Et on parlera notamment des questions de créativité, de fiabilité des IA et aussi, et c'est très important, de créativité. Comment l'IA, l'usage de l'IA peut impacter notre créativité. Et pour finir, il y aura un troisième temps dans lequel vous allez pouvoir vous projeter dans le futur grâce à des scénarios prospectifs qui pourraient arriver très rapidement dans nos vies, dans lesquels vous allez pouvoir incarner divers personnages, souvent des personnages à qui on laisse le soin de prendre des décisions concernant l'IA. Le but de ce temps, finalement, ça sera de faire un pas de côté, de se mettre dans la peau des experts, des décideurs et décideuses politiques pour regagner en légitimité à s'exprimer finalement sur ces sujets. Parce que, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, citoyens et citoyennes, on a tous notre mot à dire et c'est important qu'on fasse entendre notre voix sur ces sujets. Alors, vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui. Je ne vais pas animer l'atelier toute seule. J'ai avec moi une équipe de 5 personnes qui se sont formées pour vous proposer l'atelier en parallèle dans différents espaces du bâtiment. Donc, je vais demander à Jeanne... Ah, ouais, il y a une diapositive faite pour ça. Tu peux passer. Ouh, j'ai trop passé. Je vous spoil. Désolée. Elle est là. OK. Voilà. Alors, je reprends. Merci beaucoup, Valériane. J'espère que c'est clair pour tout le monde. De toute façon, vos animateurs, animatrices vont vous réexpliquer les règles du jeu au démarrage. On a dû répartir les forces dans 5 groupes qui ne comprennent pas là, pour le moment, les équipes d'uniformation qui vont devoir se répartir un peu de manière spontanée.
On a fonctionné par ordre alphabétique, ce qui fonctionne en général assez bien. Et donc, vous aurez le temps, comme je vous l'ai dit, d'un très très rapide café, vraiment, avant de rejoindre vos espaces. Si votre nom est compris entre admis et deux coins inclus, vous serez dans cette salle du côté droit. Si votre nom est inclus entre deux tartasses et Hip-Bouet, vous serez toujours dans cette salle, mais du côté gauche, avec Elisa Bralet. Donc Sylvie Rivol pour le premier groupe, Elisa Bralet pour le second. Si votre nom est compris entre Jolie et Mi, vous serez en salle loft, alors au premier étage, avant l'espace buffet, du côté droit, avec Mylène Ventour. Si votre nom est compris entre Ndado et Russelin, il y a une petite coquille, il n'y a qu'un U. Vous serez en salle loft, côté gauche, avec Bruno. Et si votre nom est compris entre Salvi et Zénad, vous serez dans la partie accueil, là où vous êtes arrivé, avec Aurore Moreau, équipe Soga, en régie actuellement, mais qui va se transporter à l'accueil pour pouvoir accueillir les participants de Salvi à Zénad. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Eh bien, je vous invite à vous lever, à prendre une très rapide collation et à rejoindre vos espaces pour la suite. 5 minutes de pause, puis rejoignez vos espaces. Merci beaucoup, à tout à l'heure.